Notre prochain invité est un jeune homme qui a décidé il y a quelques mois de ça de changer complètement de vie pour vivre des expériences radicalement différentes. Et une de ces expériences l'a conduit en Amazonie. Et pendant qu'il était en Amazonie, dans la jungle, encerclé d'insectes et de bêtes sauvages, il écoutait parfois la veillée en podcast. Et il imaginait qu'un jour, il serait sur cette scène pour raconter son expérience. Et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. Donc merci d'applaudir Roberto. Bon bah du coup ça fait bizarre, mais, bonsoir tout le monde. Effectivement, l'histoire que je vais vous raconter, elle se déroule en Amazonie équatorienne. Elle a eu lieu il y a vraiment quelques mois, pour moi c'est un peu hier. Et pour comprendre ce que je faisais là-bas, c'est assez simple. J'étais journaliste à Paris, mon métier c'est de faire des reportages et j'ai décidé de tout quitter parce que quelque chose clochait pour voir ce qui pouvait se passer si je me soumettais à différents milieux et différents continents. Parmi ça, j'avais un rêve qui était donc l'Amazonie. Et donc c'est là que se déroule cette histoire. Ça fait plusieurs semaines que je vis dans une communauté indigène avec un de mes meilleurs potes qui est là avec moi. On est là sans argent, rien, coupé de tout. C'est un principe basique qui nous unit à la communauté, c'est qu'on travaille pour eux et en échange, ils nous logent et nous nourrissent. Alors nous nourrir, c'est un grand mot parce qu'en Amazonie, on ne mange que ce qu'on chasse, pêche et cultive. Et il se trouve qu'on chasse, pêche peu, mais qu'on cultive un peu plus. Donc le repas basique, c'est de la papachina, qui est une sorte de grosse pomme de terre, et de la banane plantain pas cuite. Si vous vous demandez le goût qu'ont la papachina et la banane plantain pas cuite, c'est comme manger du plâtre matin, midi et soir. Et ce truc-là, ça fait qu'on mange pour 1000 calories par jour, on est extrêmement maigrichon, affamé, on est même capable de parler pendant des heures de la couleur, de la taille d'une pizza, tellement on a faim. Et des fois, on fait tomber un bout de bois juste là, et sans faire exprès, bien sûr, et on demande aux enfants qui passent de le ramasser à notre place. Donc ça vous donne une idée de l'état de fatigue dans lequel on est. Et ça, c'est un problème pour nous, mais aussi pour la communauté, parce que depuis un moment, on ne chasse-pêche pas tout court, et donc la communauté a besoin de manger, elle est, pour dire, en situation de famine. Et à partir de ce truc-là, on décide de faire une expédition pour aller encore plus loin dans la jungle. Le matin du départ, il faut imaginer que les indigènes vivent dans la jungle depuis toujours, donc ce qui est une expédition pour eux, pour nous, c'est une expédition dans l'expédition de l'expédition. Vu notre état, c'est l'équivalent d'aller dans l'espace. Et le matin de ce départ-là, on est chez Diego et Lucia, c'est des amis qu'on s'est fait, et c'est grâce à eux qu'on survit, c'est grâce à eux qu'on tient le coup, ils vivent dans la jungle depuis toujours, et leur famille depuis des siècles, et donc c'est eux qui nous donnent des tips et des conseils la plupart du temps pour survivre. Et ce jour-là, Lucia, qui ne fera pas partie de cette aventure, elle nous dit qu'elle a elle aussi fait la même expédition il y a quelques temps, et elle nous parle du fait qu'elle a cru mourir de la peur des jaguars, des tarentules et des serpents. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça ne nous choque pas tant que ça à ce moment-là de l'histoire, parce que les jaguars, on connaissait la très faible probabilité d'en voir, même si on avait déjà vu des empreintes. Les serpents, si vous faites mordre, il faut aller à l'hôpital le plus proche, mais il n'y a pas d'hôpital le plus proche. Et les tarentules, elles envahissaient notre cabane au quotidien, donc on avait appris à vivre comme ça au milieu des insectes, et dont les insectes qui peuvent vous faire un peu mal. Et donc on se dit avec mon pote, niveau de garantie de survie, c'est pas ouf, mais entre reprendre le métro parisien et crever en Amazonie, la seconde option est largement moins désagréable. Donc finalement, on se dit qu'on va partir. Donc on est full équipé, on a une carabine, une machette, une moustiquaire, quelques rations d'eau préalablement bouillies pour éviter les infections. Et on rejoint les gens qui vont faire partie de cette aventure avec nous. Il y a Diego, bien sûr, qui est notre acolyte. Il y a mon pote, il y a 2 mecs, 2 meufs et 2 enfants de 10 ans. Qui oserait envoyer 2 enfants de 10 ans à la mort? Qui oserait envoyer ces 2 enfants de 10 ans à la mort? Ça ne peut que bien se passer, finalement. Et là, on voit que les enfants, ils ont eux aussi des carabines et des grandes lames comme ça. Donc on va peut-être arrêter de prévoir ce qui peut se passer. Et la première étape de ce périple, elle consiste à aller chez un mec qui s'appelle Jumandi. Alors évidemment, le nom nous fait rire et personne ne comprend pourquoi. Et en fait, Jumandi, c'est un ermite qui vit dans la jungle. Il fait pousser ses plantes d'ayahuasca et il fait chier absolument personne. Et Jumandi, il a un truc qui nous intéresse fort, c'est qu'en fait, dans ces terres, il a des plantes vénéneuses qui, une fois plongées dans l'eau, servent à produire du poison. Ce même poison sert à tuer des petits poissons qui servent ensuite à pêcher de plus gros poissons. Et l'Amazonie, ce n'est que ça. C'est des quêtes de jeux vidéo où vous faites une action qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et pendant qu'on déterre ces plantes vénéneuses, il y a les enfants de 10 ans qui nous envoient des asticots sur la tête. Et rappelez-vous qu'on est des maigrichons affamés et qu'on a la force de faire absolument rien, donc on se laisse faire.
Et je peux vous jurer que vous réfléchissez à vos choix de vie quand vous faites harceler par des enfants qui ont 14 ans de moins que vous, qui vous lancent des asticots, que vous faites rien, et que vous vous dites que vous pourriez les manger, les asticots aussi, tellement vous avez faim. On finit par prendre la barque, aller encore plus loin dans la jungle. Il y a plein de détails que je vous passe. Et on arrive dans ce qui va être notre campement pour la nuit. C'est des bâches de poubelle par terre hein, qu'on met au sol. Et il y a les enfants qui sont en train de s'amuser avec un oiseau qu'ils viennent de tuer. Il y a des mecs qui sont en train de sniffer du tabac. Et il y a Diego qui vient nous voir et qui nous dit « Venez, on va chasser des grenouilles pour le petit déjeuner de demain. » C'est une activité comme une autre, il ne faut pas juger. Et donc on prend la barque, c'est l'obscurité totale, il n'y a que la lune comme lumière. Et on avance un peu plus loin, on est juste avec Diego, Nicolas, mon ami, et donc un enfant de 10 ans. Et pendant qu'on chasse des grenouilles, on entend un sort de pleur de bébé et de ronronnement de chat. Et j'ai l'impression que ce pleur de bébé et ce ronronnement de chat, ils font partie d'en fait un seul et même bruit, quoi. Et on voit Diego qui s'agite. Et Diego nous dit là, ce que vous entendez, c'est le bruit d'un jaguar. Donc en fait, on va bien tenir les grenouilles et on va retourner tranquillement en campement. C'est sûrement la nuit la plus courte et longue à la fois que j'ai passé à entendre ce pleur de bébé, ce ronronnement de chat constant. Le matin, tout fier comme un enfant qui se réveille à Noël, je vais voir Diego, je lui dis « Regarde, t'as vu, le jaguar est pas venu, c'est cool, non ?» Et Diego fait « Non, mais c'était une blague. En fait, il n'y a pas de jaguar. En fait, le bruit, c'était le bruit d'un oiseau qui ressemble au bruit d'un jaguar. » Donc je me sens bête, mais je me sens rassuré. Donc je lui dis « Diego, donc il n'y a pas de jaguar ici. » « Ah si, il y a des jaguars. C'était juste pas le bruit d'un jaguar. » Donc, à partir de là, on reprend la barque et, vous l'avez compris, on va encore plus loin dans la jungle. Et là, c'est un autre truc, c'est-à-dire qu'on entame des kilomètres de marche qui représentent à peu près 10 épreuves de Koh-Lanta. Et je pense que tout y passe, c'est-à-dire qu'il y a les sables mouvants, il y a les passages boueux, il y a les trucs à grimper. Diego, il est tellement épuisé qu'il prétexte nous apprendre des trucs sur les oiseaux parce qu'il veut juste faire une pause, on va lui dire « Gros, calme-toi, il n'y a pas de souci ». Et on avance, et on arrive à ce qui va être notre campement pour la journée et la nuit à venir. Et en fait, à ce moment-là, le sol est recouvert d'insectes. Alors en Amazonie, on avait l'habitude des insectes, il y avait des insectes absolument tout le temps, mais là c'était pareil, mais en pire, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs à 2 pattes, à 8 pattes, à 4 pattes, des trucs baveux, des trucs rampants, enfin, je vous avoue, j'ai pas tout regardé en... Mais s'il y a un truc qui vous fait un cauchemar en termes d'insectes, c'était sûrement là. Et les femmes restent au campement parce qu'elles doivent gérer 2-3 trucs. Et nous, on part avec les 2 enfants de 10 ans, les 2 mecs, Diego, mon ami et moi. Parce qu'on est quand même venus pour pêcher, quoi. Et donc on arrive face à un long fleuve marécageux. Et dans ce long fleuve, en fait, il y a un des mecs qui commence à badigeonner du poison. Et l'eau qui ocre et trouble, complètement marron, elle commence à devenir toute blanche. C'est l'effet du poison. Donc me vient une question. Je vois Diego et je dis, mais Diego, le poison, il est mortel pour les poissons. Et Diego me dit oui. Et le poison, il est mortel pour les humains. Et Diego me dit oui. Donc à partir de là, je me dis, mais Diego, si on mange le poisson qu'a mangé le poison, est-ce que c'est mortel pour nous? Et Diego me dit non. T'inquiète pas de souci, mais de toute façon, on y va. Donc comment ça, on y va genre dans le truc? Bah oui, on a mis le poison, il faut aller chercher les poissons maintenant. Et donc on rentre dans ce long fleuve marécageux, l'eau commence à monter comme ça. Et je pense que c'est là que c'est le début d'un enfer. C'est-à-dire que c'est la rivière du Styx. C'est un cimetière en mouvement, si vous voulez. C'est que le poison fait que les poissons et les petites bestioles un peu cheloues là, remontent à la surface. Ils sont en train de gigoter comme ça autour de nous. Et donc nous, on est en train de passer au milieu de poissons qui... les pauvres, quoi. Enfin, ils sont en train de mourir. Et je vois un peu plus loin des enfants de 10 ans qui ont un petit filet comme ça et qui accrochent des poissons. Donc nous, des fois, on leur lance des poissons comme ça. De l'autre côté, je sens qu'il y a un truc genre une sangsue qui est en train de s'infiltrer dans ma botte et sûrement en train de grignoter un truc. Et mon jambe, elle se bloque tous les 2 mètres à chaque fois que je marche. Je m'enfonce dans des trucs et c'est vraiment un enfer. Et derrière, je vois mon pote qui galère et les mecs qui ont pris de l'avance et tout le monde s'en fout et tout le monde... C'est un bordel pas possible. Tant bien que mal, on finit par arriver au bout. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. Peut-être 1 heure, mais pour moi, ça en a duré 10. Et on arrive au bout et on commence à voir plein de tas de poissons. Et au moment où on voit plein de tas de poissons, je me dis, mission réussie. Mais Diego nous pose une question plutôt logique. Ils sont où vos poissons? Et il se trouve qu'on n'en avait pas. Et donc à partir du moment où on n'avait pas de poissons, on fait, tu sais, on se justifie un peu comme des enfants. Tu sais, il y avait les sangsues, puis à un moment on est sorti. Il y avait un sable un peu mouvant, tu connais, l'Amazonie, tout ça. Et
Et Diego fait, non mais en fait, si vous n'avez pas de poisson, bah, vous n'avez pas de poisson. Bah, bon, jusqu'ici, ça paraît logique, mais il nous dit, les gens, ils pêchent des poissons pour eux. C'est pour ça qu'il y a des enfants de 10 ans, c'est parce qu'en fait, les familles ont envoyé les enfants leur récupérer des grandes quantités de poissons. Donc si vous n'avez pas de poisson, vous n'avez pas de poisson. Et donc on n'avait servi à rien, et je me dis à ce moment-là qu'on était allé en enfer, on n'avait servi à rien. Nous, on s'était un petit peu cru en rendez-vous inter inconnu, en mode on va faire un barbecue avec des poissons, Big Flo et Oli vont jouer de la guitare derrière. Mais en fait, il en était rien, quoi. Et quelques heures plus tard, on est de retour au campement. Je suis au bord du craquage, je suis tellement fatigué que j'arrive pas à craquer. J'ai échangé un bracelet de citronnelle avec un enfant contre 3 poissons que j'ai donné à Diego pour lui dire regarde, on fait pitié mais pas trop. Il y a les mecs qui sont en train de cuire des singes, qui en fait sont pas des singes, sont des coatis, mais personne n'ose leur dire pour pas les vexer, parce qu'ils sont très contents d'avoir capturé des singes. Ils le répètent et les femmes savent très bien que c'est pas des singes, mais elles disent t'inquiète, pas de souci. Et avec mon pote, je crois qu'on se bouge, je sais plus pourquoi. Il y a les mouches qui commencent en train de pondre des trucs dans les poissons, quoi. Et je me dis qu'à ce moment-là, je donnerais tout pour être dans le campement de la veille, là où je pensais qu'il y avait un jaguar. Alors que dans le campement avec le jaguar, je me suis dit que j'aurais tout donné pour être au moment où on me lançait des asticots sur la tête. Et au moment où on me lançait des asticots sur la tête, j'aurais tout donné pour retourner à la communauté où notre quotidien, c'était déjà un enfer. On mangeait rien, on n'avait pas tort, mais j'aurais tout donné pour revenir à ce moment-là. C'est ce que j'appelle les foyers d'acceptabilité, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça constamment déplacer ce que vous pouvez endurer, votre capacité à souffrir, mais aussi à vous soumettre à des choses. Et j'avais réussi comme ça à la déplacer. Il fallait encore passer la nuit ici, je vous passe ces détails-là. Le retour aussi, qui est incroyable et épuisant à la fois, mais qui est aussi une autre histoire. Et on finit par arriver au campement. Et là, donc le campement de base, la communauté où vivait tout le monde, on avait réussi, enfin nous pas trop, mais les gens avaient quand même réussi à ramener les poissons, et donc la communauté allait pouvoir manger. Il y a Diego qui a ses 2 gros sacs comme ça remplis de poissons. Il les lâche et il souffle tout ça juste pour manger. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un silence, et on se dit qu'il y a tout ça juste pour manger. C'est-à-dire que ce qui sera pour nous un récit de survie que je vous raconte ici, pour eux, c'était juste quelques jours pour manger un peu mieux. Parce qu'il n'y avait pas de frigo, donc ils allaient dévorer les poissons en quelques jours. Et en fait, je me dis que finalement, parce que moi j'étais parti pour tester mes limites, j'étais parti pour voir ce que j'étais capable d'endurer. Et je me dis que finalement, l'important, c'est pas forcément de faire des choses dont vous vous sentez pas capable, c'est de vivre des choses où vous imaginez pas être capable de le refaire. Alors c'est un peu ce que je vous souhaite, c'est-à-dire de vivre des aventures aussi intenses qu'elles vont vous paraître impossibles à reproduire, jusqu'à que vous décidiez en fait de pousser vos limites, encore une fois, sûrement ailleurs, enfin, jusqu'à la prochaine fois, quoi. Voilà. Merci beaucoup.